Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du haut potentiel, donc le HP, le surdoué, le zèbre. Pourquoi est-ce qu'il recherche sans cesse la sécurité? Donc comment ça se fait que le zèbre recherche la sécurité? Qu'est-ce qui a créé ça? Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi? En fonction de quel type de caractère, etc. Donc on va parler de tout ça, on va mettre tout ça en lien. Donc, premièrement, le haut potentiel, généralement, a quand même pas mal souffert durant son enfance. Alors, c'est variable évidemment d'un individu à l'autre, mais on retrouve quand même une certaine constante au niveau de la souffrance, surtout souffrance sociale, puisque le fait d'être différent fait souvent qu'on est mis à l'écart et surtout quand on ne sait pas cacher cette différence. Donc, évidemment, le jeune enfant, lui, est forcément naïf. Il a envie d'être accepté dans ce qu'il est, ce qui est très légitime. Il ne comprend pas nécessairement que les autres sont différents. Il ne le comprend pas avant, en tout cas, d'être confronté à ces autres précisément. Donc évidemment, on le sait tous, hein, les zèbres ont plus tendance forcément à être parmi d'autres zèbres, puisque c'est quelque chose qui est familial. Alors c'est pas nécessairement le cas, ça dépend un petit peu de la famille de chacun. Vous avez des HP qui ont autour d'eux pas mal d'autres HP. Et vous avez au contraire des zèbres qui se retrouvent un peu plutôt forcément esselés rapidement dans leur famille et donc rapidement en fonction, je veux dire en bas âge, qui sont déjà seuls, se sentent différents déjà dans la famille. Donc ça, généralement, c'est plus ou moins prononcé en fonction de son histoire familiale, en fonction de la composition familiale. Mais évidemment, plus vous avez de zèbres autour de vous, et moins vous allez vous sentir bizarre, moins vous allez vous sentir différent des autres. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choc va être d'autant plus grand quand vous allez arriver à l'école et réaliser que tout d'un coup tous ces autres sont si différents, qu'ils fonctionnent différemment. Alors différent ne veut pas dire que les autres sont nécessairement méchants. Mais c'est vrai que c'est une source de souffrance que de comprendre qu'on fonctionne différemment et qu'on va devoir s'adapter de toute façon. Pourquoi? Parce que instinctivement, je pense que l'être humain est fait pour s'adapter aux circonstances de la vie, aux circonstances de la vie qui sont en fait un stress. Donc l'enfant qui fonctionne sur base de le monde autour de moi est stressant ou pas, et effectivement découvrir un nouveau monde, c'est déjà quelque chose de stressant. Ajouter à ce stress un autre stress qui est celui de se découvrir autre que les autres, autre, donc étranger quelque part par rapport aux autres, et du coup aussi potentiellement rejetable. Euh, il y a donc forcément un manque à ce niveau-là d'identité au niveau du groupe. Donc le jeune enfant va comprendre qu'il ne fait pas partie du même groupe. Il se sentira certainement coupable de ça parce qu'il ne comprend pas qu'en fait il est légitime dans ce qu'il est. Donc souvent le fait de se sentir différent et sentir qu'on est seul face à autant de personnes fait que l'on se sent illégitime alors que ce n'est pas nécessairement une question de légitimité en fait, hein. Donc c'est tout à fait normal d'être comme on est, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait acceptable et toute une partie du travail que l'on fait avec les zèbres lorsqu'on les reçoit en consultation, c'est vraiment de rétablir cette légitimité, de remettre les choses en fait à leur place, à la juste place, hein, puisque chacun, nous avons, on le sait, des vies différentes, des façons de fonctionner différentes et chacun est normalement, doit être normalement accepté avec sa différence, s'il a cette différence. Et on verra que même les normopensants entre eux ont aussi beaucoup de différences, qui sont quand même pas mal aussi difficiles à gérer. Donc on l'oublie parfois. Quand on est zèbre, on oublie que l'autre qui pourtant est dans la norme dans plein par rapport à plein de caractéristiques, de ces caractéristiques, et peut-être déviant aussi de la norme dans d'autres caractéristiques que l'on ne voit pas forcément. Donc les zèbres ont parfois tendance à oublier ça, que le normopensant n'est pas nécessairement quelqu'un qui a facile tous les jours, n'est pas nécessairement quelqu'un qui ne sort pas de la norme à un autre niveau qu'au niveau de l'intelligence ou au niveau du fonctionnement. Il y a parfois des fonctionnements qui font aussi que l'on est extérieur à cette norme. Il suffit d'être par exemple hypersensible pour se retrouver hors norme aussi, et donc du coup proche des surdoués. Donc on a tous plus ou moins une adaptabilité, une norme, on rentre tous plus ou moins dans les cases, on va dire, et il y a toujours, souvent en tout cas, un petit bout qui dépasse au minimum,
On est sûr qu'au niveau du zèbre, c'est une grosse partie de lui-même qui dépasse et une partie qui est vraiment capitale. Et donc tout le travail se situe là. Je pense que les zèbres maintenant vont le comprendre davantage, beaucoup plus facilement avec toutes ces vidéos et tout le travail qui aura été fait d'ici là. Mais j'espère en tout cas qu'ils vont s'accepter tels qu'ils sont. Ils sont légitimes dans ce qu'ils sont. Il n'y a pas de honte à être différent au fond. C'est dommage de considérer que parce qu'on est montré du doigt en étant différent, on est potentiellement sujet aussi à se rejeter soi-même. Et c'est ça le problème, hein. C'est pas tellement le rejet des autres qui est fondamental. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout sa propre attitude par rapport à soi-même qui est là vraiment source de conflits avec soi-même et du coup aussi de pathologies potentielles, hein. Plus on se rejette soi-même, plus on va se scinder, plus on se scinde par rapport à soi-même, plus on devient étranger à soi-même et plus effectivement la vie psychique en souffre et plus on devient une personne vraiment en déperdition, vraiment quelqu'un qui n'ose pas se réaliser, vraiment quelqu'un qui devient en fait son pire ennemi. Et c'est là que le bas blesse et c'est là que les choses sont à réparer aussi. Donc voilà, je pense que le surdoué a besoin vraiment d'être rassuré par rapport à ce qu'il est. Donc il y a une recherche qui est partiellement inconsciente d'ailleurs, une recherche vraiment de se sentir protégé. Le surdoué est particulièrement attiré par les personnes qui vont le protéger, qui vont le prendre sous son aile. Il va chercher un mentor pendant de longues années et un mentor intellectuel, mais un mentor aussi au niveau du cœur, c'est-à-dire une protection affective, autrement dit. Cette protection affective qui en fait a manqué, cet identifiant qui a manqué toujours justement dans la petite enfance par rapport au monde, par rapport à ce monde extérieur. Alors, heureusement, il peut avoir des identifiants dans la famille. Donc, dès qu'il est en famille, parfois, il se sent compris, il se sent rassuré. Et donc, le surdoué a vraiment ce besoin d'être rassuré, qui est simplement un besoin humain, hein. C'est simplement que les normaux pensants le trouvent dans le monde, parmi le monde normal, tandis que le surdoué, lui, ne le trouve pas, n'a pas d'écho à ce niveau-là, et donc du coup le recherche beaucoup plus, puisqu'il y a un manquement, puisqu'il a besoin, en fait, pour se construire lui-même, de s'accepter lui-même, et pour être rassuré dans ce qu'il est, il a besoin aussi d'être rassuré par rapport aux autres. Donc d'être accepté dans un groupe permet de s'accepter mieux soi-même. Malheureusement, on se définit quand même encore beaucoup par ce que les autres nous mettent comme définition sur le dos. Il faut apprendre à se détacher davantage de ça et je dirais que l'âge est quand même un atout à partir de là. Je pense que plus on aura de bonnes expériences dans la vie, moins on va se définir par rapport aux autres et ça c'est vraiment le chemin du surdoué, c'est vraiment le chemin philosophique du surdoué, hein. Ça va jusque-là. C'est vraiment un engagement au niveau des tripes, au niveau profond de la personnalité, au niveau du cœur, au niveau aussi intellectuel, hein, faut dire ce qui est. Le surdoué adore être rassuré aussi dans sa façon de penser, dans sa façon d'être au monde. Et il a besoin de comprendre les choses énormément, beaucoup plus qu'une autre personne. Et au fond, comprendre les choses, c'est aussi être rassuré. Quand on comprend dans quelle situation on est, on se sent plus rassuré. Alors, ça vaut pour le HP, ça vaut pour toutes les personnes normopensantes aussi, hein. Il suffit d'être en contact, donc j'ai beaucoup parlé des pervers narcissiques. À partir du moment où vous comprenez ce qui se passe, vous vous sentez beaucoup plus rassuré parce que vous savez où vous allez. Et même si vous êtes tout seul parmi tellement de personnes, et des personnes parfois qui sont méchantes, hein, il y a aussi parfois des méchancetés qui se manifestent du fait de la différence, du fait parfois d'être un petit peu plus vulnérable. Et je pense que le HP est vraiment vulnérable à certains moments. Et c'est pour ça qu'il se sent pas du tout supérieur aux autres, qu'il ne comprend pas et qu'il rejette d'abord l'idée d'être effectivement plus efficient ou surefficient, comme on le dit, voilà, dans la littérature, on parle aussi de surefficience. Ici, effectivement, il a besoin d'être rassuré parce qu'il a besoin de se construire et cette construction doit être faite absolument pour le bien-être du surdoué. Il ne peut pas faire fi de ça, il ne peut pas contourner ça, ça fait vraiment partie de sa personnalité, de lui-même. S'il veut s'épanouir, il n'a pas le choix, il doit passer par l'assurance.
être assuré par rapport à soi-même. Alors c'est justement le problème du surdoué, hein. La plupart du surdoué vont dire, tous ses collègues, par exemple, sont vraiment dans une assurance, ils sont sûrs d'eux quand ils parlent de quelque chose, ils sont sûrs d'eux dans leur travail, ils sont sûrs d'eux par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport aux opinions qu'ils se font des autres ou des choses. Le surdoué, c'est tout l'inverse. Il est tout le temps en train d'hésiter parce qu'il ne sait pas trop bien quelles sont ses normes. Donc il ne comprend pas bien les normes sociales parce qu'il fonctionne différemment, hein, donc il est décalé, mais pas aussi décalé que pourrait l'être. J'avais parlé justement du schizophrène. Lui, le schizophrène est beaucoup plus décalé par rapport au monde social. L'Asperger est beaucoup plus décalé aussi. Par contre, le surdoué, lui, a ce décalage, mais en même temps, il sait, par son intelligence, comprendre ces normes sociales, les intégrer et finalement en jouer s'il accepte effectivement ce rôle-là, ce qui est au niveau éthique aussi un problème potentiel, hein. Le surdoué ne veut pas se placer au-dessus des autres, il se sent illégitime, hein, puisqu'il est différent. Alors il se sentira mieux, plus légitime s'il a eu d'autres surdoués autour de lui, hein, par exemple. Donc c'est l'importance d'être encadré au niveau de la famille, d'avoir d'autres personnes surdouées dans sa famille, ça aide quand même beaucoup. Alors avoir des amis surdoués, ça va aider aussi. Simplement mettre des mots sur les choses, comprendre ce qu'on est, pourquoi on est comme ça, comment on fonctionne, parce que maintenant on va à ce moment-là pouvoir en jouer, pouvoir utiliser ces armes-là, non plus contre soi-même, parce que c'est souvent ce qui se passe, le surdoué se retourne contre lui-même, et c'est pour ça qu'il souffre. Ce n'est pas vraiment le rejet de l'autre, ce n'est pas la méchanceté éventuelle de l'autre, ou la non-méchanceté qui a été mal vécue, tout simplement, hein, parce que c'est pas parce que vous vivez mal quelque chose que c'était forcément de la méchanceté qui était à la base de ça. Quelqu'un peut vous rejeter simplement parce qu'il a peur de vous, sans que ça soit de la méchanceté, c'est simplement plus fort que cette personne-là, ne peut pas faire autrement, tout simplement, ça vous blesse, et cette blessure-là, vous l'avez ancrée contre vous, donc vous vous blessez vous-même, en vous remémorisant ce rejet, vous allez vous rejeter vous-même, c'est ça qui fait mal, c'est pas l'attitude initiale de l'autre, c'est plutôt ce qu'on va en faire, et c'est là-dessus que travaillent les psys, c'est la perception qu'on a des choses, de ce qui a été vécu. Évidemment, c'est beaucoup plus simple quand l'autre nous accueille, hein. Généralement, quand l'autre nous accueille, on va pas se demander pourquoi il nous accueille, ce qui se passe chez lui, si on doit se remettre en question, et on va pas avoir tendance à se dire que si l'autre nous accueille, on va se rejeter. C'est pas très logique, hein. Généralement, si l'autre nous accueille, on aura beaucoup plus facilement tendance à s'accueillir, sans d'ailleurs savoir trop pourquoi, puisqu'alors on va pas analyser, on va pas remettre en question. On remet en question les choses à partir du moment où on a ce recul sur les choses, cette analyse qui vient s'insérer dans cette expérience parce qu'elle est négative, parce qu'elle est douloureuse, et que cette douleur, on a envie de de s'en défaire, de s'en débarrasser. Donc voilà, c'est ça qui fait que l'on remet plus les choses en question, et c'est ça qui fait aussi que généralement, plus on a souffert enfant et plus on est mature. Alors mature, ça veut dire qu'on a aussi perdu une petite capacité de naïveté et donc d'émerveillement. Donc surtout ne perdez pas cet émerveillement sans aller la récupérer. Donc la première étape, c'est vraiment cesser de faire de soi son propre ennemi. Les autres nous ont rejetés, on ne sait pas à partir de quoi ils nous ont rejetés. Vous n'êtes pas obligé de vous rejeter vous-même. Au contraire, acceptez-vous comme vous êtes légitime. Ça, c'est la première étape vraiment capitale pour établir le bien-être. Et aussi, ce bien-être-là, n'oublions pas qu'il va permettre d'accueillir l'autre. Donc ça veut dire que plus on a été rejeté dans sa vie, et plus on est resté avec cette souffrance-là, donc plus on s'est rejeté soi-même, plus on va avoir tendance à rejeter l'autre. Donc autrement dit, à ne pas être capable de relation. Donc le problème social du surdoué, il est bien ancré, hein, il est vraiment très profond, et par rapport à lui-même, donc il doit s'accepter lui-même pour pouvoir accepter l'autre aussi. C'est un acte beaucoup plus altruiste qu'on ne croit que de s'accepter soi-même. Donc le surdoué, il est très sensible justement à l'altruisme. Quand on lui dit accepte-toi toi-même, aime-toi toi-même, il va être choqué au départ, il va dire oui mais ça sert à quoi? C'est pas altruiste, c'est égocentrique, ce n'est pas bon du coup. En fait, c'est complètement quelque chose de positif et de bon. Il doit comprendre que s'il veut accepter l'autre et comprendre l'autre, parce qu'il a cette capacité de se mettre à la place de l'autre qui est fabuleuse, et cette capacité de se mettre à la place de l'autre ne détermine pas nécessairement sa façon d'y réagir, hein. Donc vous avez tout à fait le choix
si vous comprenez l'autre, d'aller l'aider, ou si vous le comprenez, de ne pas l'aider aussi. Évidemment, plus vous comprenez quelqu'un, plus vous acceptez vous-même, plus vous avez tendance à accepter l'autre, et aussi à pouvoir lui ouvrir les bras, tout simplement, et établir de bonnes relations. Et ça, le surdoué, il a besoin de ça. C'est tout un voyage initiatique, il faut le prendre comme tel. On part d'un point qui effectivement n'est pas super beau. Beaucoup de surdoués se disent mais ouah de quoi j'ai hérité? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je vais souffrir toute ma vie. En fait, non. Il souffre principalement au début de sa vie si il a fait de lui son pire ennemi. Et quand même, c'est quelque chose d'assez régulier. Maintenant, il doit apprendre, et en comprenant dans quoi il doit apprendre justement qu'il est légitime, qu'il va s'accepter lui-même, qu'il va faire de lui son meilleur ami, et qu'en plus c'est extrêmement altruiste parce que c'est comme ça qu'il va rencontrer l'autre. Alors cet autre qui justement est différent, il va comprendre plus facilement pourquoi il l'a rejeté. C'est simplement parfois la peur. La plupart des cas, c'est quand même la peur qui a fait qui explique en fait le rejet et pas la non-acceptation de ce qu'est l'autre. En fait, l'autre ne comprend pas nécessairement ce qu'est un surdoué. Et même les surdoués eux-mêmes ne se comprennent pas. Donc, la plupart du temps, il faut leur expliquer comment ils fonctionnent. Quand on leur dit tu es surdoué, il va dire non, 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 moi je suis ce petit minable là qui a été rejeté toute ma vie. Je suis certainement pas, c'était génial qu'on dit surdoué. Parce que c'est ça, l'idée qu'on se fait du surdoué, c'est quelqu'un qui est tellement bien. Et on se dit en tant que surdoué, non, non, je peux pas être HP, je peux pas être au-dessus des autres. Moi, je fonctionne pas comme ça. Et puis, regarde, à l'école, on m'a expliqué un truc simple, je pige pas. C'est trop simple, en fait, tout simplement. Mais ça, il n'a pas pensé que ça pouvait être trop simple pour lui, que c'était déjà acquis et que donc c'est devenu terriblement ennuyeux. Que lui, il a besoin d'autre chose, il a besoin d'aller plus loin, il est à une autre étape, il n'est pas en accord avec les autres, simplement il ne fonctionne pas pareil. Et ce n'est pas grave, chacun a le droit de fonctionner avec ce qu'il est. À partir du moment où il va accepter ce fonctionnement-là, il va se rassurer lui-même. Et donc, il a besoin de cette assurance-là, besoin surtout par rapport à lui-même. Alors, c'est déjà génial si d'autres personnes viennent le rassurer. Et au fond, ces vidéos, ça ne sert qu'à ça, à vous rassurer, à vous dire, vous êtes légitime, vous devez vivre votre vie comme vous le vivez. C'est très bien comme ça. Vous fonctionnez d'une façon qui est super intéressante, super efficace. C'est juste que vous n'avez pas encore pris conscience et vu les possibilités que vous aviez là. Et généralement, la plupart se disent que justement, ces possibilités-là sont un leurre. C'est pas possible qu'il y ait des choses si extraordinaires derrière le fait d'être surdoué. Beaucoup se disent maintenant, l'image sociale entretenue, c'est que je suis quelqu'un de génial, mais moi je me sens pas du tout génial. Je me sens plutôt un cancre, je me sens bête, mon Dieu, je vois mes failles à du 200%. Je ne suis pas capable de me rassurer. C'est vraiment le problème du surdoué qui doute tout le temps de lui-même. Et au fond, mais si vous doutez tout le temps de vous-même, dites-vous justement que c'est parce que vous êtes surdoué, c'est parce que vous êtes décalé, c'est parce que vous n'avez pas compris que vous devez faire de vous votre meilleur ami. Faire de soi son meilleur ami, ça va plus loin que s'accepter. Ça va plus loin, c'est aussi rechercher en soi le meilleur de soi pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir en faire quelque chose de beau dans sa vie. À quoi peut bien servir la vie si on ne peut rien faire de bien? Que voulez-vous faire de votre vie? C'est une question que beaucoup de sourdés se posent et ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils se cassent la tête. Les autres leur disent mais arrête avec cette question, arrête de te poser ces questions-là, ça ne sert à rien, ça te rend malheureux. Vous n'êtes pas malheureux, vous êtes préoccupé. C'est pas la même chose. Donc de l'extérieur, ça peut paraître être dépressif. Souvent, le surdoué est préoccupé parce qu'il ne trouve pas de réponse à cette question, qui est la question essentielle pour le bien-être, pour être heureux dans la vie et pour avoir fait de sa vie quelque chose d'utile pour les autres. Donc, il cherche simplement à être ce qu'il est. C'est quelqu'un de fondamentalement altruiste, mais il doit trouver une façon de s'exprimer. Et tant qu'il cherche, on est déjà dans quelque chose de plus positif qu'avant. Si par exemple il se dit je ne sais pas et il s'énerve de ne pas savoir, donc évidemment on sait tous que le surdoué n'est pas quelqu'un de patient, et c'est ça son problème aussi, c'est que comme il n'est pas très patient par rapport à lui-même, par rapport à ça, surtout par rapport à lui-même, hein, et par rapport au fait de ne pas trouver de solution, il ne comprend pas que le fait de se poser la question, c'est déjà fondamental en soi, et c'est comme ça qu'on va trouver une réponse. C'est tôt ou tard, hein, mais c'est de toute façon, la réponse va être trouvée. Donc là, vous allez trouver votre voie. Donc vraiment, c'est fondamental de se poser la question et de se la reposer tous les jours. Parce qu'en faisant ça, vous allez être alerte à toutes les possibilités qui se trouvent dans votre entourage,
quelles possibilités, quels objectifs est-ce que je peux saisir? Quelles opportunités je peux saisir dans ce monde? Pour pouvoir saisir les choses, pour pouvoir se poser la question, est-ce que ça, je me sentirais bien là-dedans? Est-ce que pour moi, c'est essentiel? Et vous trouvez comme ça des personnes qui vont trouver, même tardivement, une vocation. Une vocation qui en fait était toujours là, mais était masquée par ce non, je ne suis pas capable de, non, je ne suis pas quelqu'un de bien, je travaille contre moi-même, et donc forcément, je ne peux pas trouver ma propre vocation. Quand on a oublié ses rêves, c'est généralement qu'on sait très bien ce qu'il nous faut, parce qu'intuitivement, on le sait, et par contre, il y a une résistance. Il y a une résistance qui est restée là, qui fait qu'on n'est pas sûr de soi. Donc on a besoin d'être assuré, d'être assuré pour être utile au monde, pour progresser, pour être vraiment soi-même, pour être heureux soi-même. Donc vraiment, euh, c'est pour ça aussi que le surdoué est attiré par les personnes qui sont rassurantes. Et voilà pourquoi notre petit PN a tant de pouvoir sur les surdoués. Donc bienvenue dans ce monde, hein, voilà. Bienvenue aux surdoués qui réalisent que c'est votre besoin d'assurance qui vous pousse vers le PN, besoin d'être mis sous l'aile de quelqu'un. Et qui mieux que le PN peut nous vendre ça, hein, puisqu'il est vraiment doué pour faire croire justement que lui, c'est mieux que les autres, que lui va vous aider, que lui, et quand je dis lui, ça peut être elle, hein, c'est homme ou femme, que le PN en question, le pervers narcissique, lui, c'est quelqu'un qui a tellement d'assurance en lui, en fait, c'est l'image qu'il montre, hein, mais on est bluffé complètement par cette capacité qui semble innée chez le pervers narcissique de nous présenter tout sur un plateau et de nous dire je vais te protéger, je vais t'aider, je vais être ce chevalier dont magnifique qui sauve sa princesse, et on est vraiment encore dans une sorte de mythe comme ça. Et le surdoué répond complètement à ça, non pas parce qu'il est naïf, mais parce que simplement il sait que c'est son besoin profond, mais c'est une assurance qu'il doit d'abord acquérir aussi à l'intérieur de lui-même. Quand il aura compris ça, quand il aura acquis ça, et c'est un travail de tous les jours, hein, c'est un équilibre à maintenir. Donc le bien-être n'est pas quelque chose d'acquis, l'assurance ne l'est pas non plus chez le surdoué, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvance. Donc le surdoué ne va pas devenir sûr de lui du jour au lendemain, mais il va pouvoir avoir cette capacité de se réassurer et encore et encore et encore, de se rassurer continuellement pour pouvoir progresser et pour pouvoir du coup ne plus être sensible à ces personnes mauvaises qui essayent de l'exploiter en lui vendant du rêve, parce que c'est clairement ça. Donc, autrement dit, moins sensible à toute forme de manipulation, pas seulement la perversion narcissique qui est une forme extrême de manipulation, mais aussi les petites manipulations de tous les jours qui font partie de la vie quotidienne, qui sont plus ou moins normales, on va dire, dans la vie quotidienne, ne fût-ce que dans la vente et des choses comme ça. Donc, il va voir beaucoup plus clair parce qu'il aura cette assurance de ce qu'il voit. Il saura que ce qu'il perçoit est fiable aussi et que son opinion est importante aussi. Il va pouvoir se rassurer par rapport à ce qu'il est, par rapport à des expériences vécues. Et ça, on le fait aussi par toute une sorte d'acquis, hein. Plus la vie a été gratifiante, plus on a réussi de choses, même si on a échoué beaucoup, beaucoup avant. L'important, c'est qu'il y ait à un moment donné un résultat où on se dit, ça, on ne pourra plus m'attaquer là-dessus. J'avais expliqué combien le fait d'avoir un diplôme, moi personnellement, ne m'a pas servi vraiment pour que on puisse dire ouais, je suis super, j'ai un diplôme. Ce qui m'a servi, c'est de me dire plus jamais personne ne pourra se moquer de mon intelligence parce que je sais que je suis capable d'avoir un diplôme d'études supérieures. Donc voilà, plus personne ne pourra me dire tu n'y arriveras pas puisque je suis arrivée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est exactement la même chose quand vous avez cette possibilité de gagner un concours sportif ou un concours quel qu'il soit. Vous avez eu un, je ne sais pas, un prix littéraire, mais plus personne ne pourra vous dire que vous ne savez pas écrire. Vous ne pouvez plus croire ça, c'est impossible. Vous vous êtes rassuré à ce niveau-là et vous avez acquis cette expérience. Et donc, d'où l'importance de noter nos bonnes expériences pour les garder bien en mémoire. Et ça, normalement, le surdoué a vraiment une mémoire excellente. Et ça, c'est génial pour qu'il puisse se rassurer lui-même. Et se rassurer lui-même va lui permettre indirectement de rassurer les autres, d'être ses parents protecteurs, d'être cet ami qui va justement mener parfois d'autres personnes, hein. Et vous avez comme ça des personnes que l'on dit, des surdoués que l'on dit un peu gourous comme ça, qui prennent un petit peu par la main les autres et qui a vraiment une certaine vocation pour ça et une certaine capacité aussi, tant qu'il ne se fait pas manger par l'autre, qu'il ne se laisse pas épuiser, qu'il ne sort pas trop de
ses capacités à ce niveau-là. Ça, c'est un autre problème, hein, un problème qui peut aussi poser, aller vers le burn-out, la dépression et des choses comme ça, mais qui peut aussi, en attendant, créer pas mal de bonnes choses. Donc voilà, sachez où sont vos limites et surtout rassurez-vous tous les jours, tout le temps. Comprenez que vous êtes légitime, c'est fondamental pour votre bonheur. Voilà, je pense que donc cette vidéo, enfin voilà, ce podcast est assez long. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous, c'est vraiment important. Rassurez-vous parce que vous le valez bien, comme dit une pub, voilà, minable, mais voilà. C'est vraiment ça, vous le valez vraiment bien. Et tout le monde sur cette terre le vaut, enfin pour la plupart des gens. Donc on ne va pas passer notre vie à comparer ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, etc. Ce qui est important, c'est de faire de soi son meilleur ami et de partir de ce que nous avons comme possibilité. Parce que quand on est son meilleur ami, qu'est-ce qu'on fait? On valorise ses capacités, on en fait quelque chose, on met un sens à sa vie et c'est ça qui crée notre bien-être. Le fait de se dire j'ai fait ça dans ma vie, ça a été utile et j'en suis fière. Je suis reconnaissante d'avoir pu vécu cette chose-là et d'avoir été capable de. Et j'ai pu aussi me rassurer dans le fait d'avoir atteint un objectif. Voilà pourquoi les objectifs pour le HP est aussi capital. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous emmène donc vers cette vidéo. Je vous remettrai un lien en barre d'infos vers cette vidéo si vous voulez à nouveau l'écouter. Et de toute façon, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye!